va parler du décryptage de la loi d'accélération de la transition énergétique. Et donc d'abord, la chose à comprendre, c'est quelles sont les étapes de promulgation d'une loi. Alors d'abord, il y a l'initiative de la loi qui peut venir du gouvernement. Dans ce cas, on parle d'un projet de loi, ou venir des parlementaires. Et dans ce cas, on parle d'une proposition de loi. En l'espèce, il s'agit d'une initiative gouvernementale, raison pour laquelle on parle sans arrêt de projet de loi. Ensuite, il y a la phase de dépôt, puis l'examen de la première assemblée qui va pouvoir effectuer des modifications qu'on appelle amendements. Une fois que la première assemblée a voté le texte, il va ensuite au Sénat, même terme que la première assemblée. Le texte retourne en première de navette parlementaire. Et une fois que le texte est voté dans les mêmes termes, on a l'adoption, puis la promulgation. Alors, où on en est du texte actuellement? Donc, on a un petit sondage, même si j'ai fait une petite mise en bouche déjà, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on voit où c'est que vous pensez qu'on en est de ce texte de loi. Alors, Colline, je ne sais pas si tu as lancé le partage. Oui, j'ai lancé le sondage. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Du coup, je ne vois pas les réponses affichées. C'est normal? Est-ce que certains ont participé? Je ne vois pas de réponse non plus. Moi, j'ai participé. Ok, impeccable. À ce moment-là, si ça vous va, on met fin au sondage. Suspense. Quels sont les résultats? Est-ce que vous voyez des résultats? Oui. Oui. Laura, tu peux nous les donner? Alors, flûte, ils ont disparu. Ah, non. Alors, il y a 3 personnes, 3% pardon, des personnes qui ont répondu, qui pensent qu'on en est encore au dépôt du projet. 9 à la navette parlementaire, 66 que le projet de loi a été voté définitivement et 22% qu'on est déjà au stade de la promulgation. Alors, réponse tout de suite, c'est qu'on en est au stade de l'adoption. Il a été voté le 7 février en les mêmes termes par les 2 assemblées. Il sera promulgué dans les mois à venir. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu cette loi d'accélération, il faut revenir sur un petit peu d'historique et le fait que cette loi intervient dans un contexte de crise énergétique et climatique sérieux. Les scientifiques n'ont de cesse de montrer qu'il est vital de réduire de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre ainsi que notre consommation d'énergie. Donc, la loi d'accélération des énergies renouvelables est apparue avec plusieurs objectifs bien définis. Et un des objectifs, c'est de faire avancer les énergies renouvelables. En effet, la France s'était fixé un pourcentage à atteindre. Est-ce que vous le connaissez? Donc, on a de nouveau un petit sondage qui va être lancé. N'hésitez pas à y répondre. c'est lancé. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. On regarde les résultats? Ouais. Léna, je te laisse nous les dire parce que je ne les vois pas. Alors, les résultats. Donc, il y a 61% qui pensent que les objectifs fixés pour la France au niveau européen sont de 23% d'ENR, 19% pour un niveau de 20%. Personne n'a pensé qu'on ciblait un niveau de 19% et 19% ont répondu 28%. Donc c'est pas très clair, mais donc la majorité des participants pensent que l'objectif est de 23%. Et la majorité des participants a raison. En effet, la France s'était fixé un objectif ambitieux en pensant passer à 23% de la part énergie renouvelable dans le mix énergétique français.
Malheureusement, le pays n'a pas réussi à atteindre cet objectif et doit payer pour ce faire une amende du fait de ne pas avoir atteint ses objectifs. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'est né le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables avec 3 axes principaux. Simplifier les procédures, mobiliser des espaces délaissés ou dégradés, mieux partager la valeur avec les territoires. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de ce que dit la loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors, le premier grand point important, et c'est le point le plus essentiel entre guillemets pour les collectivités, et c'est tout à fait nouveau, c'est les zones d'accélération des énergies renouvelables. En effet, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État identifie des zones propices à l'implantation et l'installation sur l'ensemble du territoire, mais il reviendrait aux collectivités locales de définir ces zones qui seraient ensuite avalisées par le décret. Donc, si un projet photovoltaïque débute sur ces zones d'accélération, la durée maximale de l'examen sera réduite à 3 mois. Quand une zone d'accélération est créée et qu'elle a fait l'objet d'une étude environnementale, les permis et autorisations délivrés ultérieurement sont dispensés de procédures complémentaires. Donc, c'est une véritable zone facilitatrice du développement des projets qui seront créés. Avec ces projets-là, et il y aura aussi la possibilité de définir des zones sur lesquelles il sera impossible d'implanter des projets photovoltaïques et ENR qui viendront ainsi remplacer le droit de veto des collectivités territoriales. Alors, plusieurs critères ont été définis dans les zones d'accélération des énergies renouvelables. Je vais me permettre de vous les énoncer. Ces zones devront présenter un potentiel d'accélération, contribuer à la solidarité entre les territoires, être définies pour chaque catégorie en tenant compte de la diversification des énergies renouvelables au regard du potentiel de territoires concernés et de la puissance de ENR déjà installée. En ce qui concerne la production en toiture, sauf ce qui concerne la production en toiture, les zones d'accélération ne pourront être situées sur des parcs nationaux ou des réserves naturelles. S'agissant d'éoliens, elles ne pourront être dans des sites classés comme zone de protection spéciale ou au sein d'une zone Natura 2000. Ces zones doivent également valoriser les activités économiques. Il est également, donc, comme je vous l'avais dit, possible de définir des zones d'exclusion sur lesquelles il ne sera pas possible d'implanter le projet ENR. Ça, c'est assez important. Ces zones représentent une charge lourde pour les communes puisqu'on peut valablement se poser la question des modalités pratiques de la mise en place de ces zones d'accélération, mais aussi de la temporalité quant à leur détermination. Ça va être fait dans 1 an, 2 ans, 3 mois. Voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Et de plus, beaucoup de communes n'ont pas l'ingénierie et les moyens pour pouvoir déterminer en une connaissance totale les meilleurs sites d'implantation de projets ENR. Il manque parfois de compétences techniques ou alors de connaissances pratiques des énergies renouvelables, raison pour laquelle il y a nos réseaux, les générateurs et les Géclair qui permettent d'aider dans cette démarche, mais malgré tout, on y voit une difficulté un peu dans la mise en œuvre, malgré la très bonne idée que cela représente. Ça va poser des problèmes un peu plus pratiques. Ensuite, un autre des points qui est souvent oublié de cette loi et qui pourtant est très intéressante, c'est les dérogations pour les terrains artificialisés, délaissés ou dégradés. Il s'agit de dérogations au Code de l'urbanisme pour permettre des installations de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique aux abords des grands axes routiers et des voies ferrées. Il s'agit notamment d'une dérogation à la loi littorale pour implanter des ouvrages de production d'énergie solaire sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturés. Il s'agit également de dérogation au code de l'urbanisme pour implanter des ouvrages de production d'énergie solaire en discontinuité d'urbanisme dans les communes de montagne dotées d'une carte communale. Donc ça, c'est plutôt positif. On a également, et celle-là, on en a beaucoup entendu parler, l'obligation
Il y a un petit, Excusez-moi, petite ouais, il y a question. un petit question avant. Du coup, si vous avez été attentif, vous avez vu la réponse, mais c'est quoi la surface obligatoire à partir de laquelle il convient de couvrir les parkings? Tu as lancé le sondage, Colline? Oui, oui, le sondage est lancé, donc vous pouvez, si vous avez quelques éléments sur la future loi, bien. Du coup, je mets fin au sondage et on partage les résultats. Laura, La majorité pense quoi, du coup? Oui, alors pour les résultats, la majorité des votants, donc 73%, a voté pour 1500 mètres carrés Ouais. comme seuil. Après, les résultats, on a 20% pour 1000 mètres carrés et ensuite 5% pour 2500 et 3% pour 400 mètres carrés. Ok. Alors, la bonne réponse était, bon, j'avais un peu avancé trop vite, mais voilà, était 1500 mètres carrés. Le seuil initial qui avait été négocié par les députés écologiques et insoumis était de 2500 mètres carrés. Et puis, la mesure, donc quand elle est passée devant le Sénat, on ne parlait plus en mètres carrés, mais en places. On parlait de 80 places par la suite. Et puis, quand c'est revenu en première assemblée, on est repassé à un seuil de mètres carrés. Et cette fois, le seuil de mètres carrés était de 1500 mètres carrés, puisqu'on a défini que 80 places équivalaient à peu près à 1500 mètres carrés. Et donc, c'est finalement les 1500 mètres carrés qui sont restés. En effet, certaines entreprises sont dotées de parkings qui dépassent largement cette superficie, mais qui comptent moins de 80 places. Donc, c'était plus intéressant de parler en mètres carrés que de parler en places. Cette obligation va de pair avec une obligation d'insérer des projets photovoltaïques sur les bâtiments neufs ou lourdement rénovés, mais également sur des bâtiments existants. Donc, c'est plutôt très positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien que cette mesure va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2023, elle va en réalité s'appliquer un peu plus tard, puisque les grands parkings ayant plus de 400 places devront s'équiper d'ombrières photovoltaïques au 30 juin 2026, ce qui laisse le temps de mettre en place les constructions. Et les plus petits parkings, donc entre 80 places et 400 places, eux devront s'équiper à partir du 30 juin 2028, ce qui leur laisse 5 ans pour lancer ces projets-là. Donc ça, c'est un projet phare puisque ça va permettre d'augmenter pratiquement de 7 mégawatts la production solaire en France. Donc, c'est assez impressionnant et important, sachant que c'est des espaces qui sont déjà artificialisés. Donc, c'est une bonne avancée en matière d'énergie renouvelable. Un autre point sur lequel on peut être un petit peu mitigé, c'est l'agrivoltaïsme. Alors déjà, le positif, c'est qu'on a enfin une définition de l'agrivoltaïsme, puisque la définition est la suivante. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à une installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Ainsi, ne pourra pas être caractérisée comme une installation agrivoltaïque, une installation qui ne respecte pas certaines caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle doit garantir une production agricole significative et un revenu durable. Elle doit permettre à l'activité agricole d'être l'activité principale de la parcelle. Le projet photovoltaïque doit être réversible et elle doit rendre à la parcelle un des 4 services suivants: l'amélioration du potentiel de l'impact agronomique, une adaptation au changement climatique, une protection contre les aléas et une amélioration du bien-être animal. Si aucun de ces objectifs n'est rempli, alors on ne pourra pas définir que le projet est agrivoltaïque. Et donc voilà. Les installations, donc pour faire court, devront permettre de créer, maintenir ou développer une production agricole qui devra rester l'activité principale et doit être réversible. C'est en gros ce qu'il faut retenir. Un décret déterminera un peu plus exactement les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme. Donc ça, c'est une affaire un peu à suivre. On peut être
content et satisfait du fait qu'un encadrement de l'agrivoltaïsme soit voit enfin le jour. On peut être un petit peu plus déçu du fait que les critères soient quand même très difficiles et puissent ralentir de nombreux projets agrivoltaïques qui allaient pourtant voir le jour. Donc, un peu mitigé. Ensuite, on a... alors, excusez-moi, il me manque, ça doit pas être la bonne version de mon diaporama. Alors, du coup, je vais le faire à l'oral. J'avais une diaporama avant de parler du offshore sur les projets citoyens et notamment le partage de la valeur. En effet, il avait été introduit l'idée d'une régionalisation des appels d'offres qui malheureusement a été retiré et c'est assez dommage puisque ça constituait ça rentrait dans un objectif de mieux équilibrer le développement des différentes régions. Par ailleurs, on voit intervenir une définition du partage de la valeur qui en soi est une bonne chose, c'est intéressant de parler de ça, mais le texte s'éloigne un petit peu de la vision qu'on peut avoir du partage de la valeur, puisque l'idée du texte, c'est que les développeurs devront financer des projets locaux en faveur de la transition énergétique, de la lutte contre la précarité énergétique ou de la biodiversité, alors que la vision des acteurs locaux en matière de partage de la valeur, c'est plutôt l'idée qu'on ouvre le capital et la gouvernance aux autres citoyens. Du coup, là, on retombe sur cette diaporama-là avec le offshore. Donc, vraiment, très rapidement, comme on a les zones d'accélération terrestre pour le développement des projets des projets ENR, on a un peu la même chose en version offshore, puisqu'il a été déterminé une distance d'éloignement minimale des projets photovoltaïques. On a parlé de 40 km des côtes à un moment, mais cette distance a été supprimée puisqu'actuellement, la plupart des projets sont à plus de 20 km des côtes. L'idée, c'est d'établir un document stratégique de façade maritime et d'établir d'ici 2024, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation de l'éolien offshore et de leurs ouvrages de raccordement. Sont ciblées en priorité les zones propices situées dans des zones économiques exclusives en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. Du coup, la conclusion sur ce projet de loi, c'est de dire qu'il y a des bonnes avancées, qu'on sent la volonté des législateurs de prendre un petit peu plus à bras-le-corps les problématiques ENR. Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est un petit peu lent et parfois maladroit, puisque entre les textes et la réalité de terrain, il y a quand même parfois une petite marge, notamment quand on parle du partage de la valeur. On peut aussi déplorer le fait qu'il n'y a pas de véritable initiative, de véritable soutien à la filière ENR, puisque on pourrait regretter le fait qu'il n'y ait pas de tiers financement, comme ça peut exister en Allemagne. Donc, on sent la volonté de légiférer sur le sujet, puisque c'est un sujet important, mais on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas d'action un peu plus concrète pour permettre le développement, notamment un accompagnement financier, permettant un développement plus serein et des projets ENR. Ce sera tout pour cette petite présentation de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, dont il y a le lien ici. On a également un article qui va paraître pour rentrer sur les détails plus précis de la loi, puisqu'il y a plein de petits penchants qui n'ont pas été abordés. Je vous mets déjà le programme des prochains DEJ ENR pour que vous puissiez les noter sur votre calendrier et on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Et ceux qui n'ont pas de questions et qui ont des choses à faire et souhaitent partir, vous pouvez partir. Voilà. Oui, du coup, au niveau des questions dans le chat, on en a eu quelques-unes. Il y avait déjà une petite précision sur le sujet des parkings, sur la puissance potentielle que ça représentait, si c'était 7 MW ou 7 gigawatts en entier. Parce que 7 MW, ça paraissait un peu peu. C'était 7 gigawatts, tout à fait, ouais. pardon. Oui, c'était juste une petite boulette en parlant, ça arrive. Et après, il y avait aussi, toujours sur le sujet des parkings, il y avait une question sur la temporalité, sur le décret d'application des ombrières de parking.
pour savoir un petit peu Alors, quand ça pourrait se faire. c'est difficile à établir les décrets, les temporalités, puisque la loi n'est toujours pas promulguée. Donc, il faut attendre la promulgation de la loi et après, les décrets doivent intervenir, donc les décrets d'application suite à la promulgation, puisqu'il faut déjà un texte pour pouvoir avoir le décret. Yes. Après, il y avait des questions aussi sur les zones d'accélération. Donc, d'une part, comment elles étaient fixées, enfin, comment c'était prévu que ce soit fixé, est-ce que ça s'adressait à toutes les collectivités et sur quel document ça apparaissait, si ça apparaissait dans les documents d'urbanisme, par exemple, des territoires. Alors, en ce qui concerne, donc c'est toutes les collectivités qui doivent s'équiper et définir des zones d'accélération. Celles-ci doivent être répertoriées en interne et c'est pour ça que je mentionnais la possibilité d'avoir recours au réseau générateur ou GECLAIR pour aider à la détermination de ces zones, puisque ça peut parfois être un petit peu complexe. Une fois que ces zones sont déterminées, il faut transmettre les informations donc à l'État qui ensuite publiera un décret en Conseil d'État qui réunira toutes ces zones propices à l'implantation des installations sur les territoires. Donc, le document officiel, ce sera le décret des zones propices. Après, à savoir, est-ce que ça apparaîtra sur des documents style PLU, carte communale, ça, pour le coup, je n'ai pas l'information, donc à vérifier. Yes, ça marche. Il y avait une partie aussi sur l'agrivoltaïsme, à savoir si par exemple un projet était non conforme au regard des critères qui définissent l'agrivoltaïsme, est-ce que du coup ça fait qu'il est interdit finalement, ou est-ce que, qu'est-ce que... Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il est interdit, ça veut juste dire que en fait, on ne peut pas faire un projet photovoltaïque sur une zone agricole, donc il faut requalifier la zone, enlever le fait que ce soit une zone agricole. Et donc là, il faut sortir aux décisions des... J'ai perdu le nom. Qui définissent le classement des zones agricoles et donc souvent c'est plutôt négatif si le terrain il est viable. Après il y aura une délimitation, c'est-à-dire que pour les terrains agricoles qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 10 ans et qui sont ou alors qui n'ont pas un potentiel agricole viable, ils pourront rester classés en terrain agricole et malgré tout que le projet puisse exister. Donc voilà la dérogation qu'il existe à l'agrivoltaïsme, mais sinon, il faudra reclasser la parcelle pour qu'elle ne soit plus parcelle agricole. Voilà. Il y avait d'autres questions? Oui, il y avait une question sur... je pense que c'était... Mais j'ai un doute, je pense que c'était vis-à-vis des ombrières de parking, peut-être. Il y avait la question de savoir s'il n'y avait pas un recours en Conseil d'État. Non, bah du coup, peut-être pas sur les ombrières, mais globalement sur le projet de loi. Éventuellement, Monsieur Baudrier qui a posé la question, il peut peut-être préciser à l'écrit ou en prenant la parole. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, je suis encore là, il fallait que je trouve le Voilà. micro. Excusez-moi. Bonjour. Non, j'ai juste vu, j'ai regardé en fait avant ce point où en était la loi, hein, donc Oui. pour avoir un peu d'infos. Et j'ai vu qu'il y avait un recours en Conseil d'État, mais je ne connais pas du tout la consistance, rien du tout quoi. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. Voilà. Écoutez, moi, j'en ai pas entendu parler et c'est difficile d'avoir un recours devant le Conseil d'État étant donné que le texte Mais n'a pas le pas été Conseil d'État, prononcé. Conseil constitutionnel, je me permets de préciser. Il y a Voilà. deux députés Ah, qui ok. portent le texte devant le Conseil Ah oui, constitutionnel. en effet, il y a la possibilité de questionner la constitutionnalité de la loi, du texte. Toutefois, le cabinet Hugues-Lepage, spécialisé dans les matières environnementales, a un peu énoncé sur la question et
de prime abord, bien qu'on puisse contester la constitutionnalité, il ne semble pas avoir de grandes mentions contraires il n'y a pas l'air de prime abord, et donc c'est un cabinet spécialisé qui avait répondu. Il n'y a pas l'air d'avoir d'inconstitutionnalité frappante dans le texte. Voilà. Ok, merci pour votre précision. Pas de souci. Alors après, il y avait encore d'autres questions. Il y avait la question de savoir si, au sujet des ombrières photovoltaïques sur les parkings, est-ce qu'on risquait pas d'avoir des aberrations? Enfin, est-ce qu'il y a peut-être du coup des clauses d'exclusion, si par exemple si le parking il est pas adapté pour installer du photovoltaïque, s'il est trop en longueur, s'il est trop ombragé, par exemple. Alors non, aucune exclusion n'a été définie. Pendant un temps, il avait été recommandé d'équiper au moins de moitié le parking d'ombrières. Donc après avoir en précision, donc ça c'est pareil, c'est un décret qui va intervenir pour préciser en fonction de la surface, en fonction du terrain, quelle est la quantité d'énergie produite qu'on peut escompter de tel ou tel parking. Donc, à voir si le décret d'application en la matière précise un peu plus les choses. Pour le moment, on n'a pas de précision importante sur ce point. Ok, merci. On a encore d'autres questions. Alors, concernant l'implantation des projets sur des zones agricoles naturelles ou forestières, est-ce que cela inclut des zones militaires en espace N pour lesquelles un défrichement serait nécessaire pour l'implantation des panneaux? Je ne sais pas si tu sauras répondre à cette question assez précise. Alors, il a été interdit dans le texte de loi d'implanter des projets en zone naturelle si ceci entraînait l'abattement d'arbres. Après, sur terrain militaire, du coup, si c'est classé N, je pense que ça va être interdit s'il y a besoin d'abattement. Après, sinon, c'est très précis, donc c'est à peu près le seul élément de réponse que je peux avoir pour cette question. Voilà. Après, il y avait une question côté éolien, pour savoir s'il y avait des nouvelles de l'Atlas éolien, parce qu'il commence à y avoir des présentations des zones, enfin des cartos départementalement, pour présenter un petit peu les zones favorables ou non à l'implantation. Et donc, il y avait une question sur la prise en compte ou non des enjeux au niveau de l'armée et puis aéronautique, et enfin voilà, comment c'était construit. Mais ça, j'imagine que c'est un petit peu les DDT locales qui peuvent, DDT locales ou de réal qui peuvent renseigner sur un peu comment ça s'est fait. Je sais pas si tu avais des billes particulières, mais... Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, non. L'éolien, à part le projet de loi, il était beaucoup sur le photovoltaïque et le offshore, mais il y a très peu de mentions sur l'éolien terrestre. Donc, oui, là, c'est plutôt une synthèse des enjeux naturels et militaires normalement, mais à repréciser avec les services de l'État locaux. Okay. Après, il y a une question un peu générique de est-ce que la filière est prête à assurer la montée en charge et de savoir si une logique de co-construction avait un sens, quelle forme ça pourrait prendre au niveau des territoires. J'imagine que ça va aussi dépendre pas mal des décrets d'application et de la précision de tout ça pour avoir une idée du volume que ça représente vraiment. C'est ça. En fait, là, pour le moment, on a les grands axes et les décrets d'application qui permettront de fignoler et de voir est-ce que la filière, elle est prête. Dans tous les cas, il faut savoir qu'un projet photovoltaïque, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, ça laisse le temps à la filière de se préparer. Quand on regarde les parkings, par exemple, bien que le décret soit applicable au 1er juillet 2023, on estime que les premiers projets arriveront sous 3 à 6 ans. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour ce développement-là. Et il faut savoir que les initiatives de projets photovoltaïques et leur développement n'ont pas attendu la loi d'accélération pour ancrer. Enfin, il y avait déjà des projets et
ça accompagne, disons, la loi d'accélération accompagne tout ça, mais ça fait quelques mois déjà, depuis le contexte qu'on connaît, que les projets se lancent et que des différentes dynamiques se créent autour des projets. À titre d'exemple, je me permets de rebondir. En Grand Est, il y a la filière photovoltaïque qui s'est structurée au départ en Alsace avec Cap à l'Est, qui est en train de s'étendre en Lorraine. Et du coup, ils ont déjà, pour le coup, en Alsace, créé une formation pour des ouvriers sur le photovoltaïque. Donc, effectivement, ça fait écho à ce que tu dis. C'est déjà en train de se structurer. Maintenant, est-ce que ça ira assez vite? On verra. Après, sur l'histoire des zones, il y a aussi une question sur est-ce que les zones définies comme non propices au développement ENR, ce sera aussi repris dans le décret. Et puis de savoir un petit peu au niveau des collectivités, quel poids finalement elles peuvent avoir par rapport à des développeurs qui viendraient repérer du terrain. Alors, donc les zones d'exclusion, en effet, seront reportées également, puisqu'il s'agit finalement de la transcription du droit de veto qu'avaient initialement les collectivités sur des projets. Après, la place des collectivités, c'est idéalement de se saisir de leur potentiel photovoltaïque avant qu'un développeur intervienne, ou alors qu'une fois que le développeur intervient, ils aient en main les éléments permettant qu'ils aient un pouvoir de prise de décision. Et donc, il faut pour ce faire qu'ils soient majoritaires dans la gouvernance du projet et non pas... c'est tout, qu'ils soient majoritaires dans la gouvernance du projet. Donc, ça, la place de la collectivité, c'est ce que fait notamment le réseau générateur pour essayer de faire en sorte que les collectivités puissent se saisir de leurs projets et permettre de répondre correctement avec les bons arguments à l'intervention des développeurs privés sur le territoire. Et après, si les développeurs interviennent sur un territoire, ils ont désormais, grâce à la loi, l'obligation de redonner une partie des finances pour le développement local. Alors ensuite, on a une question sur les zones Natura 2000, de savoir si c'est pris en compte, j'imagine, dans les critères ou dans les zones d'accélération ou d'exclusion. Ouais. Si c'est une toiture qui est située en Natura 2000, c'est possible, mais sinon, pas possible de mettre un parc au sol. Et après, au niveau éolien, mais donc on en a un petit peu parlé, du fait que c'était pas centré sur cette technologie-là, du moins terrestre. Il y avait une question sur le côté critère de proximité avec les habitations. Non, la proximité avec les habitations n'a pas été abordée dans le texte. Donc, on a toujours les zones, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 200 mètres des habitations. 500 mètres? Il me semble que c'est 500. Oui, 500 mètres. Ah, et du coup, Bernard qui demandait si on avait des nouvelles du tarif d'achat EDF-OA. J'avais pas souvenir que c'est en lien direct avec la loi d'accélération des ENR. Pour le coup, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, il n'y a pas eu du tout d'évolution sur les tarifs d'achat qui sont fixés par la CRE et pas du tout par la loi. Oui, donc. par la loi. Et une petite question pratique de comment, en pratique, déterminer les zones favorables dans les collectivités. Ça sent la petite feuille de route. En pratique, il faut regarder l'ensoleillement ou le vent en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Et pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher des générateurs qui peuvent aller avec vous sur le territoire et faire des petites études pour regarder, parce qu'on est conscient que c'est vraiment une mesure qui n'est pas forcément pratique. Après, le décret d'application va, par exemple, dans les critères des zones d'accélération, il y a notamment le critère de présenter un potentiel d'accélération. On espère que le décret d'application va un peu préciser cette notion à partir de quoi on considère qu'il y a un potentiel d'accélération. Et après, pour plus de détails, plus de questions, il ne faut pas hésiter à se rapprocher
du réseau générateur. Il y en a dans chaque région qui vont permettre du coup d'aller sur votre territoire et de vous aider à déterminer les zones propices au développement de projets ENR. Du coup, c'était tout bon niveau questions? Il y a- J'ai eu une dernière question, oui. Ouais. La question était, est-ce que vous avez des informations sur le document cadre agrivoltaïque donc, qui doit être fait par les chambres d'agriculture? Absolument pas. Non. Il y a eu une étude ADEME qui est sortie sur la définition un peu de l'agrivoltaïsme, mais c'est vrai que depuis, je n'ai pas forcément vu passer de documents cadres. Mais c'est fort intéressant. Alors, Non. au niveau du chat, on arrive à peu près au bout. Oui. Étant donné qu'on arrive à 12h40, je ne sais pas s'il y avait d'autres mots à dire, sinon on peut laisser Anne clôturer cette session. Il y a peut-être juste le témoignage de Sylvain qui est intéressant sur les opportunités des ombrières de parking. Puisque là, il y a parmi vous quelques collectifs citoyens et ça peut être intéressant de proposer effectivement aux entreprises ou aux collectivités qui ont un parking où ils sont obligés de le couvrir, d'avoir presque un service clé en main que le collectif propose pour que ce soit réponse à la loi. On vous propose de poser des ombrières sur votre parking. Il y a effectivement un guide d'énergie partagée sur les ombrières photovoltaïques et du coup, ça peut permettre de faire des projets vraiment intéressants avec des citoyens du territoire qui répondent aux exigences de la loi. Affaire à suivre. Et du coup, c'est sur ce témoignage qu'on va clôturer notre déj ENR et on vous attend nombreux sur le prochain déj ENR qui aura lieu le 13 mars avec comme sujet le raccordement des ENR au réseau électrique. Donc, au 13 mars et bonne semaine à tout le monde.